Attention, c'est une femme et une aventurière et des aventures qui vont vous toucher, dont on va parler maintenant dans La victoire est en elle. Bonjour Elisabeth. Bonjour Alexandre. Elisabeth Revol, tu as 41 ans, tu habites à Soult dans la Drôme. Tu es une aventurière et comme toutes les aventurières, mais il y a des passages qui sont plus ou moins faciles. En tout cas, malgré tout, il y a toujours ce côté fascinant pour nous quand on vous entend, quand on vous écoute parler et raconter. Toi, tu es une grande alpiniste, un petit bout de femme hors norme. À quel âge tu as commencé d'ailleurs? Ou cette petite graine d'aventurière, elle a commencé à germer à quel âge en toi? Je pense qu'elle a commencé à germer très tôt parce que mes parents ils m'emmenaient sur le glacier blanc, j'avais 4 ans. Et donc j'ai toujours été sensibilisée à cette nature, à ces montagnes, à ces immensités. Donc je pense que ça s'est déclenché dès l'enfance. Et à quel moment tu t'es dit j'en ferai ma vie? Ça s'est fait pas, un petit peu par étapes en fait, parce que ça vient pas non plus d'un coup. Après j'ai eu un long passé en fait de gymnaste et quand j'ai commencé mes études pour être prof de sport, j'ai commencé l'escalade en même temps, en compétition, et après j'ai intégré les équipes jeunes alpinistes, donc j'ai voulu poursuivre en fait dans cette voie. Et petit à petit, après voilà, je suis allée dans les Andes, puis en Himalaya, et c'est comme ça. Quand j'ai découvert l'Himalaya, là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe, et c'est un bout de ma vie, quoi. Ça Donc a je veux quoi, continuer là-dedans. ça a quoi de plus que les autres montagnes? J'ai envie de te poser une question idiote, même si je connais une partie de ta réponse, mais c'est quoi la différence entre l'Himalaya et les autres montagnes? C'est les immensités, c'est le silence, c'est des grandeurs qui sont démesurées, c'est l'infini, quoi. L'Himalaya, il y a un pouvoir qui est incroyable là-bas. Il y a une attraction qui est irrésistible quand on est grimpeur, quoi. Et il y a aussi et probablement le fait que c'est long une ascension, et que du coup il y a toutes C'est ces long. étapes. Oui, exactement. C'est long. C'est paradoxalement, en fait, c'est des moments qui sont ultra intenses, donc ultra courts. Et une expé, c'est aussi 2 mois, donc c'est un temps, une pause qu'on s'accorde dans nos vies qui est incroyable. Donc c'est assez paradoxal, en fait, une aventure en Himalaya, où il y a les deux côtés, le côté ultra intense et en même temps le côté, eh ben, je prends le temps de vivre, je prends le temps de m'imprégner de toutes ces choses, de ces immensités et tout ce qui se passe là-haut. Quand on fait de l'alpinisme comme ça, qu'on est aventurière, comme c'est ton cas, il y a une préparation physique très spécifique, j'imagine. Oui, il y a une préparation physique qui est énorme, je dirais, mais après, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Donc, je m'entraîne à peu près 20 heures par semaine. Après, les week-ends, je suis en montagne, je passe mon temps en montagne. Et puis, c'est aussi une préparation mentale. C'est quand on décide de partir en expédition, c'est pas je claque dans les doigts et je pars en expé. Donc, c'est tout un processus, toute une vie, j'ai envie de dire, qui nous amène sur des expés. Donc, c'est ma vie, en fait. Hmm. Combien tu as gravi de sommets dans ta vie? Des sommets, j'en ai gravi plusieurs. Après, dans les Alpes, il y a beaucoup de 4000 que j'ai gravis. Pas tous, parce que c'est compliqué de tous les gravir. Pareil, dans les Andes, après, ça fait plusieurs 6000. Je suis allée sur plusieurs 8000. Donc, des sommets, je ne peux pas les compter, mais j'en ai visité pas mal. Euh, les meilleurs souvenirs, c'est toujours des succès ou parfois c'est autre chose? Non, j'ai des bons souvenirs aussi dans les échecs, parce que je trouve qu'on apprend énormément des échecs. Après, dans les succès, bah, c'est la petite étincelle, le fait qu'on y soit arrivé, le fait que bah, on vit une émotion qui est énorme en fait là-haut, et donc on reste connecté à cette émotion énorme. Mais je pense que dans l'alpinisme, il y a autant les succès que les échecs qui nous forment et qui fait qu'on apprend énormément et qu'on a des souvenirs dans tous les cas qui sont bons dans les deux cas. Tu te souviens de la première ascension où tu t'es dit c'est ma drogue, c'est ma vie, je ne peux pas faire autre chose? Ouais, C'était où? j'étais en Amérique du Sud sur un sommet qui est pas très haut, hein, qui monte à 5005, mais c'était la première fois en fait que je dépassais l'altitude du Mont Blanc. Et j'étais toute seule en fait sur ce sommet, et là où il y a quelque chose qui s'est passé, un truc de dingue. T'avais quel J'ai âge? vécu une émotion qui était incroyable. J'avais 25 ans. Et raconte-nous, c'est quoi? C'est visuel, c'est quoi? C'est tout un tas de choses. C'est visuel, c'est corporel. Je pense que quand on pratique l'alpinisme, il y a les 5 sens qui sont en alerte, donc on est connecté à tout un tas de petites choses. Et quand on atteint ce sommet, c'est un effort qui est énorme. Donc on a dépassé nos limites. Et ce qu'on atteint là-haut, on a un pied sur terre, on a un pied qui va plus haut, qui va au-delà, qui va dans le ciel. Donc c'est une émotion en fait qui est vraiment dure en fait à dire, à trouver les mots. Il faut la vivre. Ah, je comprends. Non, Mais non, mais c'est sûr. ouais, mais c'est magique quoi, ce qu'on vit là-haut. Ouais, j'imagine. Et quand on est en bas, comme c'est le cas là en ce moment?
Ben, en bas, on apprend aussi plein de choses. Donc, on ne pourrait pas vivre là-haut si on n'avait pas le bas. Oui, mais il te tarde quand Et tu es en moi, bas, je tu as envie pouvais... de remonter? Souvent, j'ai envie de remonter. Ouais. Ouais. J'ai une pause parce que après une expé, c'est 2 mois avant, on y est, c'est 2 mois pendant, et puis au retour, on y est encore 2 mois. Mais après ces 2 mois-là, ouais, il y a des idées qui germent, il y a des envies qui arrivent, et on a envie de repartir dans ces zones. Elisabeth, tu parlais des succès, tu parlais des échecs, parce qu'on se nourrit évidemment tous des échecs dans la vie. En janvier 2018, tu pars gravir le sommet. Alors on dit comment? Le Nanga Parbat, c'est ça, au Pakistan? Le Nanga Parbat, ouais. Nanga Parbat, l'altitude, c'est combien? 8125 mètres. 8125 mètres. Tu as fait combien de tentatives? C'était la 4e fois que j'y allais sur ce sommet en hiver. Raconte-nous ce qui s'est passé. Tu étais parti accompagné d'un compagnon de cordée qui s'appelait Tomek, un Polonais. Raconte-nous Oui, cette on est pas... sensation compliquée, tragique même. Oui, voilà, c'est une ascension qui a tourné au drame. En fait, on est le 25 janvier, on est parti pour le sommet, donc on était au plan 4. Et on part sur le sommet, un petit peu en retard sur notre planning. Et dans la pyramide, on a perdu aussi du temps parce que c'est des itinéraires qui sont compliqués. Attends, c'est quoi la pyramide? La pyramide, c'est la pyramide sommitale. Ça veut dire? En fait, sur le Nanga Parbat, c'est une immensité de montagnes. Ça fait plus de 4000 mètres en fait, de face. Et quand on arrive à 7200 mètres, il y a une pyramide, ce qu'on appelle la pyramide sommitale. D'accord. Et cette pyramide, c'est une montagne en fait dans cette montagne. Donc quand on part du camp 4, on est encore loin du sommet, on est encore très loin du sommet. On sait que c'est une journée qui va être longue et il faut donner tout ce qu'on a pour atteindre le sommet ou pour faire demi-tour si ça se passe pas bien. Ton compagnon... Et nous, on est parti. Ouais, vas-y, pardon. Oui. Nous, on est parti. On était un petit peu en retard sur le timing, mais on a géré en fait des conditions qui étaient compliquées parce qu'il faisait froid, parce que ton mec était aussi sensible des pieds, donc on a pris le temps en fait de réchauffer tout ça et de partir dans les conditions les plus sereines. Froid, c'est quoi? Et tout... Froid, c'est quoi? Pardon. Froid, c'est quoi? Froid, c'est froid. J'avais pas de montre avec moi pour mesurer les températures, mais je pense que c'était du moins 40, voire peut-être du moins 50 quand on atteint le sommet. Ah oui, quand même. C'était vraiment une température extrême. Ouais. Mais il n'y avait pas de vent en fait cette journée, donc c'était vraiment une journée idéale pour aller au sommet. Et donc vous partez ce jour-là? Voilà, on a continué en fait jusque tard et jusqu'à peu près 5 heures, on a navigué en fait dans cette pyramide. Et à 5 heures, en fait, on a décidé après de continuer ensemble au sommet, même si on arriverait tard. Et on est arrivé de nuit au sommet. Donc moi, je suis arrivée en fait en première. Thomas qui m'a rejoint juste après. Et quand il m'a rejoint, en fait, il a eu tout de suite un problème de vue. Et à ce moment-là, il a été atteint de cécité. Voilà, ça a été le début après de tout un tas de petites choses qui se sont enclenchées pour lui. Après, ça a basculé sur un œdème pulmonaire, un œdème cérébral, et donc ça a été une descente extrêmement compliquée. Et donc, pardon de revenir là-dessus, mais au moment où il a ses premiers symptômes de cécité, vous êtes à quelle altitude à ce moment-là? On est au sommet. Donc à 8002? On est à 8125, il n'y avait aucun signe en fait avant-coureur. On avait discuté dans la montée où on avait pris des décisions en fait ensemble de continuer. Il était bien, j'étais bien aussi, on avait décidé de continuer et c'est au sommet en fait que tout a basculé. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Et bien là, c'est la panique, c'est essayer de gérer la situation et essayer de descendre en fait, fuir le plus bas possible en fait sur la montagne parce qu'on est très haut, il fait nuit et là la seule solution pour sauver ton mec, c'est de descendre le plus bas possible toute la nuit. Et avec lui? Fractionner en fait les choses. Avec lui donc? Avec lui, ah bah oui, oui. Mais sauf qu'il ne voit plus. Alors tu me diras, il fait nuit, mais sauf qu'il ne voit plus rien. Comment vous faites pour mouvoir? Et ben lui, il ne voit plus. Donc en fait, il s'est mis en appui sur mon épaule. Donc moi, j'étais son guide. Et puis après, je l'aiguillais au niveau de ses crampons. Donc je posais son pied sur des aspérités qui étaient assez solides. Je vérifiais nos appuis. Puis après, on s'équilibrait tous les deux et on descendait. Donc pas par pas? Et après, pas après pas, ça a été voilà, un moment extrêmement compliqué où il fallait qu'on fasse qu'un, on était deux, et il fallait que moi je l'aiguille le plus bas possible dans la nuit, il fallait que je m'occupe de lui, qu'il n'ait pas trop froid, que je le réchauffe, que je le motive, que je sois ses yeux, que voilà. Sachant qu'en plus de ça, il y a eu l'ascension juste avant. Donc il imagine que physiquement, vous deviez, en plus de tout ça, être
très marqué. Ouais, physiquement, c'était pas simple. Après, je pense qu'à partir de ce sommet-là, on est passé en mode de survie, en fait, tous les Ouais. deux. Et il y a des automatismes qui sont déclenchés et des ressources qu'on peut même pas imaginer, en fait, qui sont mis en place presque naturellement, et pour ton mec et pour moi, quoi. Raconte-nous la C'est suite. de la survie, quoi. Et bah après, à 4 heures du matin, en fait, on arrive à 7280 mètres. Et là, Tomek, il ne peut plus du tout avancer. Donc, c'est lui qui me dit, Ellie, il faut que je me pose. Voilà, il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Donc là, j'ai décidé de trouver une crevasse, en fait, où on pouvait s'abriter, parce qu'on n'avait pas pu rejoindre, en fait, notre encadre. Et dans cette descente, avant, j'avais déclenché un SOS auprès de mes amis, auprès de sa femme, pour lui dire que Tomek, il était vraiment dans une très mauvaise situation, que son état se dégradait, et voir si on pouvait faire quelque chose, quoi. Et donc toi, tu l'as laissé dans cette crevasse, tu es parti descendre des secours, c'est ça? Alors moi, je suis restée quasiment toute la journée en fait avec lui. Et après, effectivement, il y a une opération héliportée qui devait arriver. Et par contre, un hélicoptère pouvait prendre qu'une seule personne parce qu'on était trop en altitude, à 7200 mètres. En fait, il n'y a pas assez de portance. Donc, c'est des secours qui sont extrêmement délicats. Et donc là, moi, j'étais obligée de descendre en fait pour qu'on puisse récupérer Tomek et qu'après, moi, on me récupère en fait en dessous. Et Et comment donc ça là, on a s'est... été obligé de se séparer sur la montagne. Pardon? Et là, on a été obligé en fait de se séparer sur la montagne. Et après, il n'y a pas eu de secours en fait possible avec les conditions météo, avec pas mal de petites choses. Donc, ton mec, on n'a jamais pu le secourir en fait. On n'a jamais pu le récupérer. On n'a jamais pu le récupérer. Comment on se remet de ces choses-là? On se remet pas. C'est extrêmement compliqué en fait. Après, je pense qu'on est dans de la survie pendant un long moment. Là maintenant, je suis arrivée à rebondir dans ma vie, mais j'ai toujours cette cicatrice qui est là, qui restera là, qui pourra jamais partir, même si j'ai apaisé tous ces sentiments de culpabilité, toute cette colère que j'avais au fond de moi, toutes ces pensées négatives que j'avais envers moi-même et envers énormément de personnes. Et ça, après, voilà, on apaise un petit peu les choses, mais ça reste là, dans tous les cas. Est-ce que la notion de risque, tu l'évalues différemment aujourd'hui? La notion de risque, j'ai toujours essayé en fait de l'évaluer de façon la plus juste possible. Après, là où on est toujours sur la corde, et vu qu'on va tutoyer un petit peu l'inconnu et l'impossible, là, c'est extrêmement fin. Moi, je suis pas prête pour repartir en fait dans des conditions comme ça, parce que pour moi, on a poussé la chose trop loin, et à partir du moment où quelqu'un ne revient pas, parce que le risque il était démesuré, il a été dépassé. Donc c'est sûr que je vois le risque en fait de façon différente, et j'ai plus besoin en fait, voilà, je peux plus vivre en fait ce type d'émotion et ce type d'adrénaline qui aussi dépasse un petit peu, quoi. Donc ça, c'était en janvier 2018. Tu es reparti en mai 2019. Ouais, je suis repartie en fait pour me reconstruire sur une voie normale où il y a du Où? monde. À l'Everest. Je suis partie sur l'Everest, ouais. Et en fait, quand je suis rentrée en janvier 2018, j'ai un de mes partenaires qui m'a dit bon, en fait, on avait parlé de nos rêves. Il m'avait dit, mais c'était quoi ton rêve de gosse en fait quand tu as commencé la montagne? Et moi, je lui ai dit, c'est l'Everest. Et c'est ce qui m'émerveillait en fait quand j'étais gamine. C'était le rêve impossible. Et je pense que je ne serais jamais allée dans ma vie s'il ne m'avait pas dit, le jour où tu décideras d'y aller, je serai là. Et voilà, je serai là, je t'accompagnerai et je serai là avec toi. Et en fait, à partir de ce jour-là, je pense que moi, ça m'a mis dans un mode qui était complètement différent. Et en fait, je pense qu'il m'a sauvé une deuxième fois la vie à ce moment-là. Ça a évité que je me fracasse complètement. Donc ce projet, en fait, il m'a tenu pendant un an. Moi, j'étais dans une période ultra compliquée. Ouais. Et quand je suis repartie, en fait, en mai 2019, ça a permis de me reconstruire. Et ça m'a permis de terminer un petit peu ma survie et de vivre, en fait, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au sommet de l'Everest? Là-haut, il y a tout un tas de choses en fait qui sont reconnectées. Il y a tout un pan de ma vie en fait entre mon enfance, cet enfant intérieur qui était là au fond de moi, qui arrivait en fait sur des images incroyables, et puis le fait en fait d'y accéder après tout ce que j'avais vécu. Je pense qu'il y a énormément de choses en fait qui se sont passées là-haut. Il y a beaucoup d'amertume en fait qui se sont envolées avec les drapeaux à prière, avec le vent.
et je me suis reconnectée, je pense, simplement avec moi-même. Il y a eu des larmes aussi, j'imagine. Ouais, il y a eu des larmes, il y a eu des émotions incroyables. Tu as Et puis j'étais décidé, aussi avec mon mec là-haut. ah, j'imagine bien, tu as décidé de coucher tout ça sur un livre qui s'appelle Vivre, qui est sorti en octobre dernier. Ça aussi, ça fait Oui, partie du travail de l'après. complètement. Ouais, je pense que ça a été vraiment un processus de thérapie complète. Et puis ça a été aussi une part importante par rapport aux dernières choses qu'on s'était dit aussi avec Tomek sur la montagne. Où pour lui, c'était important en fait cette histoire du manga. Donc dans un premier temps, en fait, je l'ai fait pour lui et au final, je me rends compte que moi, ça m'a énormément aidé en fait à poser toutes ces choses, tous ces sentiments, toutes ces émotions que j'arrivais pas à gérer et qui étaient débordantes. Et puis c'était important aussi de le partager avec tous les gens qui nous ont aidés sur cette montagne, toute la communauté en fait qui s'est soutenue pour venir nous chercher aussi là-haut et tout cet élan de solidarité. Donc il y a plein de choses en fait. Qu'est-ce que Pourquoi tu j'ai écrit ce livre. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les aventuriers et les aventurières qui nous regardent aujourd'hui et qui savent qu'il y a du risque, mais il y a aussi de la passion, il y a du travail. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, moi, ça a construit ma vie malgré en fait ce que j'ai pu vivre. Et j'ai envie de dire que oser vivre ses rêves, en fait, c'est extrêmement important. Et que dans la vie, si on a peur en fait de tout un tas de choses, on n'ira jamais. On ne sait pas ce qui va se passer en fait demain. Donc moi, quand j'ai commencé l'Himalayas, je ne pensais pas que je vivrais toutes ces aventures, ces drames. Mais au final, ça a été la plus belle école de ma vie parce que ça m'a emmené en fait sur la découverte de moi-même, sur la découverte de tout un tas de choses, sur la découverte de la vie, sur les autres. Donc, je pense que quand on a un rêve comme ça à l'intérieur de soi, je pense qu'il faut oser le vivre et oser mettre ce pied pour tenter les choses.